Bonsoir mesdames et messieurs, le plaisir pour nous de vous retrouver dans ce numéro de votre émission autour du sujet. Une question, la jeunesse africaine serait-elle une ressource importante mais sous-exploitée? La question vaut tout son pesant d'or. Est-ce que les dirigeants du continent l'ont compris de cette manière? En tout cas, au niveau de l'Union africaine, on cherche du mieux qu'on peut à faire impliquer la jeunesse du continent dans le processus de développement de nos pays. Et récemment, une rencontre a eu lieu dans ce cadre du côté de Tunis, dans la capitale tunisienne, des consultations donc sous l'égide de l'Union africaine avec la jeunesse du continent autour de l'agenda 2063, j'y arrive. Et pour nous en parler, nous recevons sur ce plateau ce soir, pour vous, mesdames et messieurs, monsieur Mori Kaba. Il est consultant du bureau régional de la jeunesse de l'Union panafricaine. Il est notre invité ce soir. Bienvenue. Monsieur Kaba, bonsoir. Bonsoir. La jeunesse africaine qui s'implique dans le processus de développement du continent, ou autrement, les dirigeants du continent qui cherchent à impliquer la jeunesse. Vous étiez à ce rendez-vous de Tunis, qui s'articulait autour de cette implication de la jeunesse du continent. Racontez-nous, de quoi avez-vous discuté à Tunis? Permettez-moi d'abord, un premier temps, de rendre hommage à nos honorés de fins pères qui se sont battus pour la liberté et les droits de l'homme en Afrique. Donc, cette période a vu naître un nombre de jeunes États africains sous le label des indépendances, dans une conscience nette et l'assurance recherchée d'un avenir magnifique dans la liberté. C'est vrai que même si c'est mal parti aujourd'hui pour certains, immature pour d'autres, mais force est de reconnaître que les États africains ont fêté très récemment, avec faste et brio, le cinquantenaire de leur indépendance, riche en événements, mais surtout en arrière-plan increusé, où s'entremêlent la joie, la douleur et la résignation. Ce qui a laissé aujourd'hui l'Afrique face à une très grande, immense interrogation. C'est-à-dire, comment va arriver l'Afrique? C'est autour de ce sujet maintenant que l'Union africaine a jugé nécessaire d'aller vers une consultation auprès de la jeunesse africaine pour voir réellement quels sont les paramètres que nous pouvons utiliser pour réaliser l'agenda 2063 visé par l'Union africaine. C'est quoi l'agenda 2063? En fait, l'agenda 2063 est un programme, d'abord un premier temps, qui vise à faire d'abord l'état des lieux de l'Afrique sur le plan historique, sur le plan économique, sur le plan culturel et social, et enfin de voir maintenant quelles sont les possibilités qu'il faut mettre en place pour que cet objectif ne soit pas noyé d'angoisse et sombre. C'est une projection sur le devenir du continent africain à l'horizon 2063. Bien sûr. C'est un peu comme les OMD qui ont été fixés pour 2015. Exactement. Alors, quels sont les objectifs que l'Afrique recherche à travers cet agenda 2023? 2063. 2063 en fait, plutôt. l'Afrique vise aujourd'hui à ce que la pauvreté, la lutte contre la pauvreté soit un véritable champ de bataille. Mais il est aussi temps aussi de rappeler aux jeunes Africains la prise de conscience. Il faudrait que les jeunes Africains essayent de connaître leur histoire dans son historicité, c'est-à-dire pour se mettre en confiance afin de redorer le blason de l'Afrique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique est un continent qui est riche d'histoire. L'Afrique est un continent véritable qui, depuis, comme on appelle, au 15e siècle, était le continent le plus avancé. Donc nous avons perdu notre place depuis le 15e siècle. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique reste le dernier continent sur le plan économique, sur le plan politique, même s'il faut le dire. Donc il faudrait aujourd'hui que la jeunesse s'implique, parce que l'essor politique, économique et social de l'Afrique ne peut se faire sans les Africains. À défaut, nous allons continuer, n'est-ce pas, à subir les effets pervers des contre-performances, les politiques économiques non réalisées, avec toutes les mauvaises stratégies de développement global mal adaptées à notre environnement socio-économique. C'est pourquoi nous avons jugé utile et nécessaire de voir aujourd'hui, de faire un travail de fond, et pour que on puisse faire une restitution à tous les niveaux africains pour que l'Afrique puisse prendre vraiment à le corps sa destinée des hommes. Alors vous êtes jeune, mais j'imagine que vous avez de grandes ambitions, vous et les autres jeunes du continent qui est allés à ce rendez-vous de Tunis. J'imagine aussi que vous avez profité de ce rendez-vous pour faire l'état des lieux, pour faire le diagnostic sur le retard de l'Afrique. Vous l'avez dit tantôt, l'Afrique était le continent le plus avancé au 15e siècle.
Et à ce jour, l'Afrique est le continent qui occupe la dernière place en termes de développement. Et en termes de diagnostic, quel constat avez-vous fait? Comment expliquez-vous le retard du continent? Vous savez, M. Diallo, depuis les années 50, il faut dire, l'Afrique a commencé à accéder à son indépendance. Mais aujourd'hui, nous constatons que la pauvreté du marché du travail, le déficit social exacerbé et l'accès restreint aux équipements et services sociaux de base, c'est-à-dire la santé, l'éducation et l'alphabétisation, sont des véritables problèmes aujourd'hui en Afrique. Donc on s'est dit que vraiment, il faut essayer de trouver des solutions idoines pour pouvoir pallier à tout cela. Mais en faisant le constat, on s'est rendu compte que cette crise trouve ses origines dans la crise de la dette africaine au premier choc pétrolier, c'est-à-dire qui donne que 20 années 1960-1980, le progrès et le développement n'avaient pas permis à l'Afrique de préparer la série de chocs qui frappa l'économie mondiale après la seconde flambée des prix des produits pétroliers et les récessions qui ont résulté dans les pays industrialisés. Alors, il y a eu 4 facteurs dépressifs interconnectés qui avaient été à la base. En premier lieu, je vous citerai le commerce international qui avait atteint un taux annuel de 5,7% pendant les années 70, qui avait pratiquement stagné entre 1981 et 1983. En deuxième lieu, vous avez la brutale chute des cours des matières premières et la hausse des prix des produits manufacturés qui avait entraîné une dégradation en termes d'échanges internationaux de l'Afrique et qui avait atteint un pourcentage très élevé entre 1982 et 1990. Vous avez en troisième lieu les taux d'intérêt nominaux sur la dette extérieure de l'Afrique qui avaient atteint des niveaux records, 18 et 20% entre 1980 et 1983, donc avant de ne chuter que faiblement. Donc ultérieurement, les taux d'intérêt qui oscillaient entre 2 et 2,6% entre 1963 et 1973 et à 1% entre 1974 et 1979 ont galopé autour de 6,7% entre 1980 et 1989. Alors ce saut s'est révélé particulièrement désastreux en raison de la croissance due à l'endettement des années 1974 qui avait rendu, n'est-ce pas, de nombreuses économies africaines sensibles à la variation des taux d'intérêt et aux conditions d'emprunt extérieur. En dernier lieu, à cause de la crise de la dette, les entrées nettes des capitaux avaient considérablement baissé. Donc face maintenant à de telles situations, le Fonds monétaire international s'est dit qu'il fallait amener des solutions urgentes. Bon, la première solution était un programme de stabilisation des économies africaines. Mais quand on s'en rendu compte maintenant que la crise économique avait des racines plus profondes, cet effort maintenant fut complété par de nombreux programmes d'ajustement structurel, parrainés cette fois-ci par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc entre 1980 et 1989, 241 programmes d'ajustement structurel avaient été mis en place dans 36 pays d'Afrique, à l'exception seulement de quelques pays, notamment comme le Botswana, le Comore, le Djibouti, la Swaziland, qui n'avaient pas entrepris, n'est-ce pas, ces programmes avec l'aide des institutions de Bretton Woods. Donc aujourd'hui, s'il est imputé au PAS la médiocrité des résultats escomptés, mais en réalité, l'Afrique aussi n'a réagi qu'à des rares exceptions près. Parce que non seulement nous ne sommes pas parvenus à résoudre les problèmes anciens, mais aussi nouveaux. Et si le PAS avait pour but de pallier au déficit macroéconomique, mais en réalité, on a vu que c'était moins au remboursement de la dette extérieure, selon certains experts. Mais si elle avait aussi pour but de réduire le coût de la main-d'œuvre, accroître la compétitivité, la production et l'emploi, mais en réalité, elle a démoralisé les fonctionnaires qui détournaient maintenant leur énergie vers d'autres secteurs, ou bien qui aggravaient maintenant, cette fois-ci, la fuite des cerveaux des Africains vers l'Occident et l'Orient. Et a amené aussi un autre phénomène qui est aujourd'hui l'immigration clandestine. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, depuis 3 décennies, la plupart des jeunes Africains valides sont tentés par l'Occident à la recherche du bien-être, mais nombre de ces jeunes n'ont plus regagné aujourd'hui leur pays respectif. Et le phénomène s'est aggravé au fil des années. On assiste aujourd'hui à la perte énorme des fils du continent qui veulent à tout prix partir ou rester en Occident, supposer leur Eldorado. Donc, eu égard maintenant à ces conséquences néfastes de ce périple meurtrier, c'est-à-dire noyade, famine, disparition, prostitution, injures et racistes, il faudrait que la société civile essaie de trouver des solutions idoines maintenant aussi pour pouvoir pallier à ce désastre. Alors quand on regarde sur les télévisions du monde, ces images, les images de ces drames qui se produisent
au large des îles de Lampedusa et que sais-je encore. Ça fait froid dans le dos. Ça veut dire que cette jeunesse africaine est en mal de repères sur son continent d'origine. Elle est obligée de s'exporter à la recherche du bien-être. Et que faire pour garder cette jeunesse africaine à la maison, pour les retenir sur place dans nos différents pays? Pour les retenir en place, moi je citerai trois éléments. En premier, d'abord, il faut créer des activités génératrices de revenus stables dans le secteur primaire et secondaire, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage et l'artisanat. En deuxième lieu, il faut élargir l'accès restreint aux équipements et services sociaux de base, c'est-à-dire la santé, l'éducation et l'alphabétisation. En troisième lieu, il faut venir en aide aux personnes à grande vulnérabilité et à besoins spécifiques. Vous parlez d'emploi et vous savez à quel point les jeunes africains sont frappés par le chômage. Comment y arriver? Comment donner de l'emploi à tous ces milliers de jeunes, à tous ces millions de jeunes africains qui finissent leur cursus universitaire, qui donc sont à l'attente de leur premier emploi? Et que faut-il faire? Est-ce que vous avez cogité sur les solutions à mettre en place, en tout cas, pour permettre au continent africain d'absorber cette main-d'œuvre qualifiée pour la plupart? Vous savez, aujourd'hui, il n'est pas trop bien pour les jeunes aujourd'hui de s'asseoir après les études, se dire que bon, il faut forcément que l'État m'emploie, parce que l'État n'a pas parfois la capacité même d'employer plus de 25% des personnes à la recherche de l'emploi. Mais il faut que les jeunes comprennent aujourd'hui qu'il faut s'investir plus dans l'entrepreneuriat et l'actionnariat. Une nouvelle idée très génialissime, par exemple, que moi j'ai eue, et je me suis dit qu'il faut mettre des nouvelles méthodologies qu'on appelle l'auto-emploi. L'auto-emploi. L'auto-emploi aussi, comme on appelle l'autofinancement, c'est-à-dire que toi-même tu te finances. Hein? Comment y arriver, M. Kaba? Comment y arriver, étant donné que la plupart de ces jeunes qui suivent cette émission, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont dépourvus de tout moyen, M. Voilà, aujourd'hui par exemple, c'est-à-dire, en malinqué on dit parfois que quand le serpent sort d'un trou, vous le tapez avec le bâton que vous avez à la main. Donc parfois, l'Afrique doit essayer de voir les situations selon les circonstances. C'est pourquoi, quand vous prenez le socialisme et le capitalisme qui interdit toute intervention de l'État dans le secteur privé, et pendant que le socialiste dit qu'il faut assister, mais en réalité, on a vu que depuis les années 50, l'Afrique, le socialisme et le capitalisme n'ont pas produit de véritables résultats escomptés en Afrique. Donc, à nous maintenant, jeunes Africains, de trouver un nouvel, c'est-à-dire mode de production qui peut être favorable aux Africains. Et moi, j'appellerais ça tout simplement le circonstancialisme. Pourquoi le circonstancialisme? Le pays le plus capitaliste au monde, les États-Unis, quand très récemment les États-Unis avaient été frappés par la crise mondiale, et tout de suite, elle n'a pas attendu à ce que, n'est-ce pas, et comme on appelle, le marché se fasse lui-même, mais plutôt comme on appelle, l'État américain a apporté au secteur privé plus de 700 000 milliards de dollars. Ouais, ça dit, ils ont agi selon les circonstances. Mais quand par exemple c'est en Afrique ici, on interdit aux Africains, avec parfois toujours des propositions de la Banque mondiale ou bien du Fonds monétaire international. Donc moi je préfère alors que les Africains utilisent ce qu'on appelle le circonstancialisme. On agit selon les circonstances. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez besoin par exemple de réaliser des échangeurs à Conakry ou à l'intérieur du pays. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons de la matière primaire. Il y a les Chinois qui ont besoin, il y a les Européens qui ont besoin, il y a les Américains qui ont besoin. C'est-à-dire, on met un système de troc où l'argent va essayer de disparaître, même si ce n'est pas totalement. C'est-à-dire, mine contre infrastructure, mine contre formation, mine contre nouvelles technologies. C'est-à-dire, c'est pour faire disparaître en quelque sorte le système monétaire sur place. C'est-à-dire le circonstancialisme est un mode de production qui peut plus profiter aujourd'hui à l'Afrique. Donc ça c'est une nouvelle méthodologie. Mais en plus de cela, quand je parlais aujourd'hui de l'auto-entrepreneuriat des jeunes, pour ces jeunes, aujourd'hui vous organisez, c'est-à-dire l'État donne un représentant, la société civile donne un représentant aussi, et la jeunesse aussi donne un représentant. C'est-à-dire dans toutes les régions aujourd'hui, par exemple de la Guinée, on essaye de mobiliser les populations à cotiser pour, n'est-ce pas, leur cause. Et
vous verrez que d'ici peut-être dans l'espace de 1 mois, 2 ou 3 mois, ces caisses n'osent pas absorber un montant que vous ne pouvez pas imaginer. Et un premier temps, s'il y a 2-3 projets qui sont réalisés avec ces montants, ça va encourager les personnes qui y mettent leur argent parce qu'ils savent qu'en mettant cet argent, ça va être plus favorable, plus bénéfique à leurs enfants. Donc il faut s'organiser à l'échelle locale. C'est-à-dire ne pas parfois forcément attendre l'État parce que nous sommes dans un pays où aujourd'hui on sait que la pauvreté a battu son plein, le problème économique est de taille. Donc il va falloir avoir des solutions idoines qui puissent permettre à la jeunesse de sortir très rapidement de ce préambule de pauvreté. Bien, de l'autre côté aussi, cette jeunesse, pour se prendre en charge et pour mieux s'impliquer dans le développement des différents pays, est-ce que vous avez réfléchi sur la question de la formation? Parce que le constat est que tous ces jeunes qui ont bien envie de s'impliquer, d'accompagner le développement de leur pays, beaucoup de ces jeunes manquent de qualifications, manquent de formation. Qu'est-ce que vous avez pu imaginer comme solution dans ce sens? La formation est de taille parce qu'il faut comprendre que... C'est une question cruciale, la formation. C'est une question très cruciale parce qu'il y a souvent l'inadéquation entre l'employeur, comment on appelle celui qui cherche l'emploi. C'est-à-dire on voit souvent que les gens ne sont pas assez qualifiés pour répondre aux besoins des entreprises. Donc pour cela, il faut redynamiser encore le secteur éducatif, c'est-à-dire avec plus de rigueur, avec plus de ténacité, pour qu'on puisse permettre à l'Afrique de répondre aux besoins de 2063. Aujourd'hui, nous avons les écoles comme Oxford, nous avons les écoles comme Adva et Cambridge. Ce n'est pas des universités qui sont descendues du ciel, c'est des gens qui l'ont battu. Mais aujourd'hui, vous voyez, quand on nomme quelqu'un tout à l'heure ministre, il prend tous ses enfants, sans se soucier de l'avenir des autres. La famille est en France ou bien aux États-Unis. Les familles, ça les vivent dans des conditions extraordinaires, parfois insolentes, s'il faut le dire comme ça. C'est-à-dire, or que c'est l'argent du contribuable. Ces écoles qui existent dans les autres pays, on peut les mettre aussi ici, si nous avons bien la volonté. Donc, maintenant à nos gouvernants de faire, c'est-à-dire mettre en place un peu plus de rigueur. C'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure qu'il faut essayer de mettre un nouveau système en place, que moi j'appellerais tout à fait le séquentialisme, c'est-à-dire qui va permettre à ne pas utiliser l'argent en liquidité. Aujourd'hui, vous avez besoin d'une université, par exemple comme Adva en Guinée, ou bien comme Cambridge, les infrastructures et autres, le salaire des enseignants et autres, c'est budgétisé. C'est-à-dire, cela, par exemple, peut s'évaluer à 500 millions de dollars, à supposer. Mais ces 500 millions de dollars, là, la Guinée a une réserve de bauxite ici qui dépasse là. Vous essayez de partir en partenaire, par exemple, avec la Chine ou bien avec la France, leur demander, il faut essayer de mettre une infrastructure de cette qualité ici sur place, et puis voici ce que nous avons besoin, voici ce que nous avons besoin. C'est-à-dire, ça va permettre non seulement, c'est-à-dire de faire un troc entre, c'est-à-dire infrastructure et mine. Voilà, donc ça peut nous permettre d'avoir toutes les infrastructures de qualité en matière de santé, en matière éducative, etc. Alors, mais vous, les jeunesses du continent, jeunesse de l'Union africaine, et quand vous faites le constat du retard qu'accuse le continent, et vous avez pointé tantôt l'endettement et les politiques d'ajustement structurel comme un certain nombre de causes qui expliquent ce retard. Mais est-ce que vous vous êtes intéressé, vous êtes focalisé sur la gouvernance et sur le comportement des dirigeants africains depuis l'indépendance jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez fait ce diagnostic-là? Qu'est-ce que du côté des dirigeants africains aussi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous avez su regarder les dirigeants du continent dans le blanc des yeux pour leur dire votre déception? Oui, vous savez, lors du sommet des chefs d'État à Malabo en 2011, et les États africains se sont fait représenter là-bas. Je pense que la jeunesse africaine avait lancé un très grand message. Et surtout le mot d'ordre était que si les gouvernants ne parvenaient pas à se mettre à notre place, on allait se mettre à leur place. Bien. Voilà, parce qu'on voyait que depuis un certain moment, l'Afrique n'avait pas produit de véritables résultats escomptés. Mais en réalité, il y a aussi
Vous êtes déçu de vos dirigeants? Oui, en quelque sorte, oui, nous sommes vraiment déçus. Pour la plupart, quand on fait le constat à l'échelle du continent. Vous savez, il y a un problème crucial aujourd'hui en Afrique. L'Afrique aujourd'hui, l'Afrique n'est pas démunie, mais elle est plutôt désunie. Aujourd'hui, entre les présidents africains même, c'est parfois la trahison. Quand vous voyez, vous avez quelqu'un qui a un très grand leadership en lui, il fait des propositions parfois. Il y a même des présidents africains qui sont les premiers à traiter d'autres présidents. Donc, ce qui fait que l'Afrique n'a pas une vision monolithique. Et aujourd'hui, pour que l'Afrique puisse sortir de ce préambule, il faudrait que les dirigeants africains puissent parler d'une même voix, puissent décider des problèmes africains. Le cas frappant, c'est le cas libyen. Vous avez vu lorsque Mohamed Kadhafi avait été attaqué, il y a eu la guerre en Libye. C'est parce que l'Afrique n'avait pas eu de véritable solution pour pouvoir amener le guide libyen à la raison. Si c'était vraiment le cas, je pense que l'Occident n'allait pas intervenir. Mais c'est parce que nous n'avons pas su gérer ce qu'il fallait gérer, c'est pourquoi il y a eu une intervention internationale. Tout ça, c'est la faiblesse parfois de nos dirigeants. Donc, il faudrait... Le manque de leadership. Il faudrait vraiment que l'Afrique ait vraiment de véritables dirigeants, c'est-à-dire qu'ils puissent vraiment répondre aux besoins de l'Afrique, qu'ils puissent dire non quand il faut dire non, qu'ils puissent dire oui quand il faut dire oui, sans complaisance et sans complaisance. Et il y a un des chefs d'État du continent, c'est d'ailleurs le nôtre, le président guinéen, le professeur Alpha Condé, qui disait à l'occasion d'un des sommets de l'Union africaine que le chômage restait une grosse bombe sur laquelle le continent, le chômage qui frappe la jeunesse du continent était une grosse bombe sur laquelle le continent était assise. Est-ce que vous croyez à cette affirmation? Je partage vraiment. Si jamais cette jeunesse du continent n'était pas occupée, ne trouve pas de l'emploi, pour vous, ça constitue une menace pour la paix et la sécurité du continent? Exactement, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas vraiment de boulot, qui n'ont pas de perspective, qui ne sont pas encadrés, aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes, ils se permettent, c'est la drogue, c'est les vices, et puis c'est du n'importe quoi. Et quelqu'un qui a ça suscite des comportements violents? Violents, oui. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand on dit marche chez nous, ou bien quand on dit sortez, c'est comme par exemple, excusez-moi, une journée ville morte. Voilà, c'est comme parfois des gens qui ont la rage, ils sont là, bon, voilà, ils sont faciles à manipuler, à orienter, comme on appelle, à sa cause. Donc je pense aujourd'hui que si aujourd'hui on veut pallier à toutes ces questions de menaces ou bien de violence, etc. des jeux, il faut essayer, comme je l'ai dit entre autres tout à l'heure, de les orienter vers des activités génératrices de revenus stables, c'est-à-dire dans le secteur. Oui, mais l'État, à ce niveau, M. Kaba, vous conviendrez avec moi que l'État seul ne peut pas tout faire. Oui, l'État, voilà, le secteur privé devrait s'impliquer aussi. C'est surtout le secteur privé qui doit absorber un taux de chômage assez élevé. L'État ne peut pas employer, même en Guinée aujourd'hui, plus de 25% des personnes qui sont à la recherche de l'emploi. Il faudrait que les jeunes essayent de faire preuve de maturité, de réalisme, pour qu'ils puissent se prendre en charge avec de belles initiatives. Et l'État doit être assistant. L'État doit vraiment assister des belles initiatives pour ne pas qu'elles restent sombres et noyées dans le. Mais les initiatives, elles n'ont pas de sens s'il n'y a pas de moyens pour les matérialiser, pour les mettre en pratique. Vous conviendrez avec moi que quelles que soient les bonnes volontés qui puissent animer les jeunes du continent, et ils se trouvent souvent bloqués, ils se heurtent au goulot d'étranglement de l'accès au financement. Et de ce côté-là, qu'est-ce que vous avez pu faire passer comme message pour que la jeunesse du continent ait la possibilité, beaucoup plus de facilité à accéder au crédit, à des financements pour faire face à ses ambitions, à ses projets? Je peux vous dire que l'Afrique a véritablement le moyen pour pouvoir faire face aux questions de jeunesse. Mais le problème est que la corruption a atteint son paroxysme en Afrique, c'est à tous les niveaux. Donc nous devons essayer de pallier à tout cela. Imaginez un peu aujourd'hui, l'argent c'est un système de rotation. Aujourd'hui vous prenez un ministre, et la plupart d'ailleurs en Occident, et on les compte de 10 millions de dollars, 7 millions de dollars, 8 millions de dollars, 15 millions, parfois 20, 30, 40. Vous voyez, un seul individu peut se permettre de prendre de l'argent du contribuable, stagner ça dans les banques étrangères. Alors que l'argent, c'est un système de rotation. Quand vous donnez l'argent, comme on appelle dans la Société Générale de Banque en France, cette Société Générale de Banque va donner de l'argent à des entreprises. Ces entreprises vont, n'est-ce pas, créer de l'emploi et ils vont absorber, comme on appelle, la main-d'œuvre. La main-d'œuvre. Et qui lutte aujourd'hui contre le chômage à créer de la richesse, qui lutte aujourd'hui contre le chômage à participer activement au développement
de son pays. Aujourd'hui, au lieu que nos dirigeants ou bien nos gouvernements prennent de l'argent aujourd'hui, ils vont stagner ça dans les banques étrangères en Occident ou bien en Amérique, pourquoi ne pas essayer de créer ces mêmes entreprises ici pour faire face à cette question de pauvreté aujourd'hui ou bien d'emploi des jeunes? Je pense qu'aujourd'hui, la solution est qu'il faut essayer de voir des politiques publiques à la base et il faut aussi essayer de lutter farouchement contre la corruption, c'est-à-dire sans pardon. Alors, vous êtes, on l'a dit, hein, consultant du bureau régional de la jeunesse de l'Union panafricaine, mais vous êtes guinéen, M. Kaba. Qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit de ces jeunes qui suivent cette émission, mais des jeunes qui sont parfois, qui ont l'esprit dans les vagues, qui se demandent de quoi sera fait demain, et quel message à leur endroit en tant que consultant et sur des questions de jeunesse au niveau du continent? Je voudrais surtout dire aujourd'hui aux jeunes Africains que la cause n'est pas perdue, parce que force est de constater aujourd'hui que la plupart des jeunes Africains sont en fait désespérés, pensent qu'aujourd'hui que l'Afrique ne va jamais arriver. Mais je voudrais juste rappeler aux gens que, c'est-à-dire que l'Afrique doit essayer de voir son histoire dans son historicité. Le continent africain était le continent le plus avancé, comme on appelle au monde, quand je l'ai dit dans la partie introductive tout à l'heure, jusqu'au 15e siècle. C'est-à-dire que nous avons perdu notre première place à partir de 1445 avec la déclaration du pape Nicolas VI qui avait dit autoriser la colonisation et la domination des Noirs. Donc l'Afrique, c'est-à-dire aujourd'hui, a une histoire noble et exaltante. La preuve, je vais vous dire, au 15e siècle, l'Afrique avait la plus grande université au monde. C'était l'université de Tombouctou. Et dans l'Empire Songhai, il y avait 4 grandes universités. Il y avait l'université de Tombouctou, l'université de Gao, l'université de Sankoré et l'université de Djenné, qui étaient les plus grandes universités au monde. Au 15e siècle, nous avons, n'est-ce pas, un système bancaire et de financement extraordinaire qui dépassait tous les modèles. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas aussi sans savoir qu'on nous enseigne que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Le fer est apparu à Nubie, dans la vallée du Nil, on a enseigné ça à tout le monde. Et aujourd'hui aussi, vous devez savoir non seulement que, et quand on dit les Africains, les jeunes Africains même disent parfois dans les causeries du Nord, l'homme noir, c'est l'homme dernier parce qu'on n'a même pas connu la visite d'un messager. C'est-à-dire, c'est tel désespoir qui atteint son comble. Je vais un peu rentrer dans peut-être dans le cadre religieux. Dieu dit non seulement dans la Bible et dans le Coran qu'il a envoyé des prophètes dans toutes les régions du monde et vers toutes les races du monde, et pour leur annoncer la bonne nouvelle qui est le paradis et le châtiment de Dieu qui est l'enfer. C'est-à-dire toutes les races humaines ont connu la visite des messagers. C'est pour vous dire que l'Afrique a une histoire noble et exaltante. Sur laquelle elle doit s'appuyer pour construire son avenir. Son avenir. Et puis pire encore, l'Égypte antique, qui est le berceau de la science même. L'Égypte antique était noire. Cheikh, comme on l'appelle, Anta Diop l'a démontré lors d'une démonstration en montrant que plus une peau humaine contient de la mélanine, plus elle devient noire. Moins elle contient de la mélanine, plus elle devient blanche. Avec la permission des autorités égyptiennes, on a pris une partie de la peau du pharaon pour mettre dans le carbone 14, voir exactement quelle était sa couleur, quelle était son origine. Avec toute vérification, quand on a mis la peau dans le carbone 14, l'eau a bouilli jusqu'à déverser. Ce qui veut dire que le pharaon était plus noir que tout le monde dans cette salle. C'est dire que l'Afrique a des valeurs. Moussa, le messager Moussa, Moussa était noir, Alexandre le Grand était noir. C'est des recherches archéologiques et scientifiques qui vous démontrent que ces gens étaient noirs. Donc l'Afrique aujourd'hui doit essayer de redorer son blason. S'appuyer sur ce passé. Sur ce passé, comprendre que nous étions premiers dans le passé et que nous devons reconquérir notre place que nous avons perdue dans le passé. Et cela ne se fera avec cette jeunesse du continent. Que seulement avec cette jeunesse, si elles prennent confiance. Mais aujourd'hui, je vois qu'il faut enseigner à tous les niveaux, même d'abord l'éducation patriotique. C'est d'ailleurs une des propositions que moi j'ai eu à faire. Il faut instaurer l'éducation patriotique aujourd'hui à tous les niveaux. Pourquoi, M. Abouakar? Regardez aujourd'hui, en France, quand vous avez besoin, vous voulez aujourd'hui atteindre à la vie du chef de l'État français, quelle qu'en soit l'appartenance politique d'un Français, vous lui demandez d'atteindre la vie de M. Hollande, vous serez la première cible. C'est parce qu'il aime la France. La France, il considère que la première institution de la France, c'est M. François Hollande. C'est le président. C'est le président de la République. Donc aujourd'hui,
En Afrique, quand vous voulez déstabiliser un Africain, comme on avait un président de la République, il faut passer par l'armée. Où est son caractère républicain? Donc, pour cela, il faut enseigner l'éducation patriotique à tous les niveaux, du primaire jusqu'aux universités, l'amour de la patrie, même dans les institutions, c'est-à-dire l'amour de la patrie. Aujourd'hui, voici un intérêt de 3 millions de dollars. Voici l'intérêt de la Guinée. Préfère l'intérêt de la Guinée à l'intérêt individuel et personnel. C'est un challenge. Hein? Ouais. Au niveau de la jeunesse, toute dernière question, au niveau de la jeunesse de l'Union panafricaine, quelles sont les perspectives, qu'est-ce qui est à venir dans l'immédiat, dans le court et le long terme? Je pense que nous avons prévu un certain nombre de choses avec beaucoup de propositions. C'est pourquoi d'ailleurs, je vous ai cité tout à l'heure qu'il y avait d'abord le premier groupe, c'est-à-dire panafricanisme et intégration africaine. Il y avait l'entrepreneuriat jeune, et paix et sécurité. Et il y avait éducation aussi et santé. Donc c'est-à-dire que c'est des cerveaux, c'est des personnes conséquentes qui ont été mises en place, c'est-à-dire pour constituer des groupes, à faire preuve de maturité, de réalisme, montrer la capacité intellectuelle pour trouver des solutions véritables pour que ce résultat puisse donner jour en 2063. Agenda 2063 est un grand objectif, donc une grande ambition du continent qui aspire à un développement harmonieux, mais en impliquant fortement sa jeunesse dans ce processus. Vous avez suivi l'éclairage du consultant régional, du consultant plutôt du bureau régional de la jeunesse de l'Union panafricaine dans cette émission, qui n'est autre que M. Mouri Kaba. Il était notre invité. C'était un plaisir de le recevoir. Merci M. Mouri Kaba d'être passé dans cette émission. Merci. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour l'attention que vous accordez à cette émission. On se reprend au prochain numéro. Portez-vous bien. Au revoir.